Auparavant, j'ai travaillé davantage sur la jeunesse des quartiers populaires et sur la fin du monde ouvrier et de son système social. On verra qu'il y a peut-être des liaisons à faire. Alors, je m'excuse aussi un peu pour ce titre. Je ne sais pas trop comment le formuler et je pense que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer par la suite. Alors, pourquoi économie morale? Parce que je pense qu'on a tendance parfois à isoler le phénomène de radicalisation et du djihadisme du reste de la société, parce que je pense que ces phénomènes sont aussi des productions de nos sociétés en général, qu'elles soient dans les pays du Maghreb ou en Europe. Je pense que ça, on a tendance parfois à se dédouaner par rapport à ça. Alors c'est aussi un objet qui, je vais pas y revenir, mais il me semble difficile à étudier en tant que sociologue, parce que c'est un objet qui est plus parlé parfois par les politiques, les journalistes et les discoureurs tout-terrain ou autres experts télévisuels, et sur laquelle le sociologue essaye en tout cas de s'emparer de cet objet fortement pollué, voire intoxiqué, avec parfois du sens commun et des préjugés à tout va. Et enfin, un troisième point, alors je ne vais pas non plus m'amuser à déconstruire la notion de radicalisation, j'en ai pas le temps, mais il s'agit ici d'une forme de radicalisation autour de l'islam, entre guillemets, mais en France, on a aujourd'hui une autre forme de radicalisation, celle qui caractérise un petit peu l'engagement de jeunes identitaires d'extrême droite, qui pour le moment ne passent pas à l'acte, mais qui pourraient être susceptibles, dans les années qui viennent, également passer à l'acte. Alors pourquoi économie morale? Parce que je pense que nos sociétés aujourd'hui produisent des normes et des valeurs, et notamment dans nos sociétés complexes, il émerge des normes et des valeurs qui arrivent parfois à entrer en concurrence les unes par rapport aux autres. Donc les personnes qui aujourd'hui vivent au sein de nos sociétés sont amenées à prendre des décisions au nom de critères moraux, et aussi à éprouver des affects et des émotions, et parfois ces émotions, ces affects peuvent même rentrer en conflit les unes avec les autres. C'est pourquoi, dans une certaine mesure, nos sociétés, alors je ne sais pas comment les appeler, sociétés complexes, post-industrielles, post-utopiques, pourquoi pas, on a aujourd'hui une forte concurrence de normes et de valeurs qui peuvent à la fois à l'intérieur de nous-mêmes entrer en contradiction, j'y reviendrai, mais aussi on peut entrer en contradiction avec son voisin, voire même son alter ego. Donc du coup, cette juxtaposition des normes et des valeurs amène à parfois des concurrences, de la cohabitation quand ça se passe bien, mais également parfois des tensions, voire même, pour ce qui nous intéresse ici, peut-être à une déshumanisation de l'autre, celui qui est différent de nous. C'est pourquoi, entre guillemets, pour moi, la notion d'économie morale pourrait apporter un élément d'explication et des faisceaux de processus analytiques qui pourraient nous permettre de comprendre un petit peu l'engagement terroriste de certains jeunes. Alors, je développerai cette intervention en 3 points. Tout d'abord, j'essaierai de revenir rapidement sur cette généalogie. Ensuite, j'aborderai à travers 3 exemples précis comment l'économie morale peut être appliquée sur la question des quartiers populaires urbains dont on parle, aussi sur la question des pratiques musulmanes en France, ou encore à travers la notion du radicalisme dont j'utiliserai un petit peu les travaux de Farhad Khosrow-Khabar ici présents. Et un 3e point, je reviendrai un petit peu sur mon terrain antérieur où j'ai beaucoup travaillé sur le fort sentiment d'injustice qui anime cette notion d'économie morale. Donc c'est le sociologue Didier Fassin qui, dans un ouvrage collectif qui est sorti il y a 4-5 ans maintenant, se propose de mettre en place un petit peu cette notion, et il se réfère à 2 courants distincts. Le premier, plutôt le fait de chercheurs anglo-saxons, notamment Edward Thompson et John Dale Scott, qui se sont intéressés, alors qui sont plutôt des historiens marxistes, qui se sont intéressés au monde paysan, et qui ont relevé que l'économie morale c'était un peu les us et coutumes des paysans qui défendaient les droits et les usages et qui n'hésitaient pas parfois à se révolter de manière violente lorsque, par exemple, les puissants ne respectaient plus ces droits.
Et puis le deuxième courant, plutôt influencé de chercheurs allemands, qui utilisent, eux, la notion d'économie morale dans un sens de jouer un petit peu avec les règles, avec l'éthique, et notamment pour les besoins de la recherche, on peut parfois passer outre des règles normatives pour pouvoir avancer sur les questions des causes de la recherche ou de la vérité en sciences. Alors, pour revenir un peu sur cette économie morale, les historiens, alors ils ne l'utilisent pas en tant que tel, mais Charles Tilly ou encore Jean Nicolas ont montré, notamment avec l'arrivée du capitalisme au XVIIe et XVIIIe siècle, qu'on a eu énormément de révoltes paysannes, notamment quand certains puissants ont décidé de conserver les silos à grains et qu'en période de famine, certains paysans, par parfois des actions extrêmement violentes, je renvoie aux deux ouvrages qui sont assez conséquents, et là on a parfois des massacres. Alors à l'époque c'est pas des fonctionnaires, mais de prévôts, etc., ou de représentants du roi, et même Edward Hobson, dans un ouvrage, je crois qu'il a été réédité en poche il n'y a pas très longtemps, dans La guerre des forêts, montre qu'à un moment donné en Angleterre, quand certains puissants, notamment le roi, décident de privatiser la forêt, et que le paysan ne peut plus ramasser du bois ou glaner, ou encore chasser des petits animaux, on arrive à des massacres de cerfs, qui était le gibier réservé au roi, donc on pourrait aussi attribuer des formes de terrorisme à l'époque, et cette situation va durer à peu près sur 2 générations, 20 ou 30 ans, à peu près. Donc, on voit bien que là, il y a une économie morale du paysan à l'époque, des classes populaires, du peuple, pour le dire rapidement, qui n'hésitent pas parfois à utiliser la violence lorsque ses droits sont bafoués, et notamment quand sa survie est en question. Alors, on voit bien, ce que montre Hobson, c'est qu'il y a un conflit entre la montée du capitalisme agraire et l'arrivée de l'économie marché, et l'économie des us et coutumes, usitée par les paysans, à ce moment-là. Donc, on voit bien, alors je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, mais on a aussi des travaux d'Hobsbawm qui montrent un siècle après en Italie, que le capitalisme s'installe également, et là on a aussi parfois des actes de très grande violence, et Hobsbawm nous laisse un peu entendre que c'est notamment en Sicile la naissance de la mafia qui émerge à peu près à cette époque-là. Alors, pour Didier Fassin, quelque part, donc, la notion d'économie morale comprend la production, la répartition, la circulation et l'utilisation des émotions et des valeurs, des normes et des obligations dans l'espace social. Et il décline cette définition en 4 points. Le premier, c'est l'économie morale et morale. Le second point, donc lui, il pense que contrairement à l'approche philosophique, les travaux empiriques des sociologues ont montré qu'on peut associer valeurs et normes. Le troisième point, il montre que finalement les émotions ne sont pas séparées des normes et des valeurs, donc il sous-entend la question de la colère, la question des plaisirs, etc. Et enfin que ces économies morales peuvent s'appliquer à l'ensemble des mondes sociaux, à la fois à l'échelle nationale comme globale. Et donc il pense que cette notion d'économie morale pourrait, à travers à la fois une approche sociologique, on pourrait s'intéresser un peu plus au jeu des acteurs qui influent aussi sur les cours moraux des choses, et également dans le sens anthropologique, où là on peut aussi s'intéresser aux transformations des normes et des valeurs, et les confrontations que ça peut encourir. Donc ça m'amène à mon second point, donc une sorte d'application d'économie morale pour les quartiers populaires urbains, les musulmans de France, ou encore le phénomène de radicalisation. Donc pour 2 sociologues qui utilisent la notion d'économie morale, je fais référence notamment aux sociologues Michel Kokorev et Didier Lapeyronie, pour qui l'économie morale des quartiers populaires est marquée par une profonde rupture entre l'univers politique et institutionnel et la population. Elle mène un sentiment d'injustice et d'humiliation, un ressentiment exacerbé envers les institutions. Donc ils prennent une citation, « La République ne tient pas ses promesses, elle est un mensonge dont les habitants des cités paient le prix ». Et donc, ces derniers partagent la conviction qu'ils ne participent pas à la vie sociale, et plus encore que la société est un univers étranger qui leur est hostile, qui les met à l'écart et les stigmatise. Et donc, pour eux, les émeutes sont une des expressions les plus spectaculaires de ce divorce. Et un peu plus loin, ce qui semble également intéressant, c'est que finalement, ce qui mobilise aussi une partie des habitants des quartiers populaires, c'est le fait que les discriminations sont certainement un sujet plus irritant pour eux que les inégalités sociales.
Hein, c'est ce qui caractérise une partie des habitants, hein, où du coup, même la question des inégalités, par rapport aux classes populaires, j'allais dire françaises de souche, c'est le sentiment de discrimination qui est parfois le plus important, ce qui fait d'ailleurs que, comme l'a constaté dans un ouvrage maintenant qui date sur les émeutes, un article de Véronique Le Goaziou qui montre même que l'ensemble des partis politiques quand il y a eu les émeutes en 2005 se sont montrés muets vis-à-vis de l'engagement de ces jeunes, et même les partis d'extrême gauche. D'ailleurs, je me souviens de l'absence de Besancenot sur ces questions-là, qui intervient 3 semaines après quand il y avait la manifestation des petits fonctionnaires de la Poste. Donc il y avait, on sentait une solitude politique des émeutiers. Le second point, c'est la présence des musulmans en France. Alors, effectivement, je ne reviens pas sur l'histoire migratoire, mais une petite minorité significative de personnes issues de l'immigration maghrébine ont abandonné leur religion, mais les 2 tiers d'entre eux continuent en tout cas à croire en Dieu, à pratiquer leur religion. Plus de 90% se déclarent toujours croyants, et 4 musulmans sur 5, en tout cas, pratiquent régulièrement sa religion. Donc du coup, ça, j'y reviendrai ensuite, mais ça développe une économie morale un peu spécifique dans un pays à la fois sécularisé et surtout déchristianisé depuis plus d'un siècle. Donc, il fait dire à une sociologue, Claire Goll, finalement, que les musulmans en France, ils se situent dans une tension entre à la fois le texte révélé et le contexte de vie, entre la transcendance et l'immanence, entre la piété et le désir, l'abstinence et l'appétence, et du coup, il y a un fort conflit intérieur chez beaucoup de musulmans en France. Alors, je dirais que ce n'est pas spécifique aux musulmans de France, parce que pour faire parfois du terrain un petit peu dans les pays du Maghreb, on voit bien qu'aujourd'hui, entre guillemets, la société de consommation est également présente dans les pays du Maghreb, mais peut-être ce qui fait la spécificité des musulmans en France, c'est qu'ils évoluent parfois dans un pays, pour le dire ainsi, qui est hostile un peu à la pratique de l'islam. C'est pour ça qu'on a un ensemble d'ouvrages aujourd'hui publiés autour de la question de l'islamophobie. Donc ça fait peut-être, je dirais, une double tension, une tension interne, mais aussi une tension externe. Donc je ne vais pas y revenir, mais je schématise un peu à outrance. Donc on a 3 points qui semblent essentiels, plusieurs dimensions, j'y reviendrai. Tout d'abord, on a souvent affaire, parmi les jeunes radicalisés, à des individus humiliés qui vivent dans les cités et les ghettos. On a aussi des individus, un point qui est aussi tout à fait important, on a affaire à souvent ces jeunes qui s'engagent dans ce contexte de radicalisation, ils se sentent appartenir, ils appartiennent, ou se sentent appartenir à un groupe agressé, notamment autour de la Oumma, de la communauté musulmane. Alors il y a le conflit israélo-palestinien qui illustre très bien cette situation. On pourrait aussi rajouter ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, le bombardement aussi des Américains il y a quelques années, ou plus récemment, ce qui commence à mobiliser quelques jeunes, le conflit en Birmanie avec les Rohingyas notamment. Donc cette approche de l'économie morale nous éloigne un petit peu des travaux de Gilles Kepel, qui a tendance parfois à essentialiser, je dirais, la lecture du Coran en montrant qu'on peut trouver une radicalité intrinsèque à l'islam, ou peut-être aussi d'Olivier Roy, qui a parfois un petit peu tendance à individualiser les processus, et il parle, ce n'est pas faux, mais parfois il y a aussi des jeunes qui s'engagent de manière individuelle dans le djihadisme, et qui se trouveraient un peu, j'aurais dire un peu autour de l'ego, qui deviendraient les héros et les sauveurs d'un monde musulman. Tu as le mystique, des jeunes qui sont en quête d'absolu, et là ça rejoint un petit peu l'idée de société post-utopique. Un deuxième point, c'est la conception individuelle et personnelle dans un monde parfois restreint et aseptisé, et donc il y a pour beaucoup de jeunes une recherche et le goût de l'aventure. Une dimension sociale, les 2 collègues auparavant ont parlé, une identité de substitution, une quête de reconnaissance, et puis un 4e point qui me semble important, et j'y reviendrai en conclusion, c'est-à-dire qu'une adhésion à l'islam qui viendrait remplacer une autre idéologie, pourtant celle-ci séculaire, le communisme, il y a 30 ans, on pourrait aller un peu plus loin, l'anarchisme, il y a un peu plus de 150 ans maintenant. Donc on voit bien là qu'il y a une forme d'économie morale du djihadisme, autour de la question de la croyance. Également le fait aussi de vouloir prendre des risques et de sortir un petit peu parfois d'un univers assez compliqué, également de prendre sa revanche sur des années de discrimination et de stigmatisation, et enfin un engagement politique dont aujourd'hui l'islam serait le vecteur. Alors ça m'amène
à mon troisième point, et là je reviens sur mes terrains précédents. Je ne vais pas trop m'y éterniser, mais je pense que c'est un petit peu important de comprendre pourquoi aussi ça touche une partie importante. Alors, parmi les radicalisés, on voit bien que les banlieues sont omniprésentes, et là je ne reviendrai pas sur l'histoire des quartiers populaires, mais je pense que ça mériterait aussi un travail de recherche approfondi sur ces questions-là. Moi je reviendrai plutôt sur la période de récente, c'est-à-dire que les quartiers populaires, c'est vrai qu'ils sont très minoritaires, les radicalisés, pour faire un peu de terrain en ce moment, et ils sont très peu présents dans les mosquées, et ils sont souvent des jeunes et très volatiles. Hein. C'est-à-dire que là, pour faire un récit autour d'un musulman salafi d'un quartier populaire, très bien diplômé d'ailleurs, effectivement, c'est-à-dire c'est des jeunes qui on voit bien qu'il y a une conversion instantanée, et puis on peut sortir et y rentrer, voilà. Hein, comme disait un Français converti diplômé, oui, il y a des jeunes, je les voyais en discothèque il y a une semaine, et là j'apprends qu'il y en a un qui a essayé de partir en Syrie, donc on voit bien qu'il y a quand même parfois des contradictions internes. Mais je reviendrai un petit peu sur cette historique des quartiers populaires. Effectivement, hein, depuis 30 ans, hein, parce que c'est aussi une situation qui a tendance à perdurer, le premier point, on assiste donc à la fin de l'encadrement de la jeunesse populaire liée au déclin des syndicats et des socialismes d'une manière générale. Pour avoir étudié les quartiers populaires dans l'entre-deux-guerres, la jeunesse ouvrière dans l'entre-deux-guerres était une jeunesse très violente. Hein. La culture ouvrière, c'était aussi une culture intrinsèquement violente. J'ai fait les mains courantes dans les années 30, hein. Il y a beaucoup de règlements de compte, il y a aussi énormément de délinquance, même si on est dans une société du travail. Quoi qu'il y a eu la crise de 36, qui a eu parfois tendance, pas la crise de 29, pardon, qui a eu des effets plus dans les années 30 en France, mais on a quand même une société, c'est le monde ouvrier, une société très violente. Le deuxième point, la construction d'un nouvel ennemi de l'intérieur, donc symbolisé par les jeunes des quartiers, notamment ceux issus de l'immigration maghrébine et d'Afrique subsaharienne, notamment quand ils sont appréhendés comme musulmans. Le troisième point, c'est la relégation sociale des enfants d'ouvriers et d'immigrés qui ne peuvent plus devenir ouvriers. Je pense que ça, notamment dans les années 80, ça a joué un rôle considérable. À l'époque, ce n'était pas forcément le djihadisme, mais c'était les activités délictuelles et aussi la toxicomanie qui ont emporté une partie importante des jeunes des quartiers. Et enfin, le fait de vivre dans des logements paupérisés et abandonnés par les classes moyennes et les strates supérieures des classes populaires. Donc, je me suis amusé dans un ouvrage il y a quelques années maintenant, dans La France nous a lâchés, hein, où j'ai pu faire des entretiens assez longs avec des jeunes, hein, où on sent un fort sentiment d'amertume vis-à-vis des politiques, hein, donc beaucoup de jeunes, les politiques sont des menteurs, etc. Alors aujourd'hui, ça prend peut-être, ça a tendance avec les présidentielles actuelles à toucher un peu les classes moyennes, ils sont peut-être plus les seuls à avoir la primauté de voir les politiques comme des menteurs. Il y a une grande méfiance vis-à-vis des institutions, que ce soit de l'école, du travail social, du coup, on voit bien que la radicalisation politique dans les quartiers, elle a commencé dans les années 90. Alors, parfois, elle est teintée autour de questions du post-colonial, mais aussi de fortes déceptions vis-à-vis des partis de gauche. Il suffit de voir pour les élections législatives, notamment dans la commune de Gennevilliers, où certains jeunes ont peut-être envie, parfois même, de voter d'extrême droite pour se débarrasser d'un parti communiste estimé également islamophobe. Et aussi un intérêt croissant pour la religion musulmane. Donc, on a aussi, je ne vais pas y rester très longtemps, mais certains jeunes adhèrent plus ou moins à une variante de la théorie du complot, hein, alors sans forcément y adhérer à 100%. Hein, et d'ailleurs, ce qui fait que si certains djihadistes y adhèrent au complot, il y en a d'autres, effectivement, qui voient aussi Daesh comme le produit d'une fabrication américaine, donc ils n'y adhèrent pas totalement non plus, donc ils s'en méfient. Alors ça a parfois des effets très contradictoires. Et du coup, donc, ce sentiment d'injustice pourrait également, associé aux travaux de Farhad Khosrow-Khabar et d'autres, me permettre d'élaborer une sorte d'économie morale de la radicalisation pour essayer de comprendre notamment quelles sont les motivations des acteurs, même si on a déjà un petit peu percé un ensemble d'enjeux. Alors pour conclure très rapidement, je pense en tout cas que cette notion d'économie morale pourrait peut prendre en compte un ensemble de dimensions, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles, mais aussi elle peut nous permettre de prendre de la hauteur par rapport à un discours politico-médiatique aujourd'hui qui me semble important, et notamment pour nous sociologues qui sont confrontés à des discours quand même très difficiles, et moi, depuis 30 ans, sur la question des banlieues. Et aussi cette notion d'économie morale pourrait nous permettre
hein, d'envisager une profondeur historique avec des faits terroristes et des violences politiques qui se sont produites par ailleurs dans le passé. Hein. Et il faudrait, alors là je me réfère un peu à Robert Castel, sur notamment hein, d'envisager une sorte de généalogie du présent, c'est-à-dire hein, par le présent interroger le passé, et effectivement, Farhad Khosrow-Khabar en parle dans son ouvrage, hein, la question du communisme, qui était une idéologie née en Occident en partie, était fortement opposée au capitalisme, au consumérisme, à l'individualisme, parfois même de manière violente. Hein, il suffit de regarder Daesh, enfin, ce que peut faire Daesh aujourd'hui. On l'a constaté avec Pol Pot dans les années 70. Hein, on retrouvait aussi des têtes sur des pics, etc. Donc de grande violence. Et aujourd'hui, la question qui semble également intéressante pour le sociologue, c'est de voir une nouvelle forme d'idéologie, d'un système religieux qui viendrait relayer le communisme. Et d'ailleurs, on pourrait, en tout cas, c'est peut-être un point de comparaison un peu osé, mais ces systèmes religieux, le système musulman est complètement différent du système communiste, ils sont parfois même opposés, mais du point de vue anthropologique, on pourrait trouver des points communs. Tout d'abord, que ce soit dans le communisme auparavant ou dans l'islam aujourd'hui, les mécontents, les laissés pour compte, et qui sont à la quête d'une violence et, j'allais dire, d'une revanche sociale. Et puis le troisième point, alors, ils ont aussi, ces deux systèmes, bien que différents, hein, une vision eschatologique. Hein. Pour le premier, la rhétorique de Marx hein, sur le renversement du monde bourgeois, hein, pour une conception prométhéenne d'un monde égalitaire, et aujourd'hui ce serait renverser le grand Satan. Alors peut-être l'islam propose une version peut-être un peu plus élaborée, il y a deux choix, un monde meilleur où on appliquerait l'islam dans le monde, et puis pour ceux qui meurent, un paradis pour la suite, pour ceux qui n'osaient peut-être pas le communisme auparavant. Donc voilà, hein, très rapidement, pour conclure sur cette notion d'économie morale, donc ça nous permettrait de prendre un ensemble de dimensions, également psychologiques, hein, je n'ai pas mentionné, qui pourraient en tout cas nous faire sortir un peu de l'actualisme et du présentisme, parfois quand même, j'allais dire, très pesant, notamment sur les chaînes continues, et en même temps de nous sortir d'une stigmatisation focalisée sur l'islam et de se dire finalement qu'on pourrait trouver aussi d'autres idéologies par la suite qui seraient des éléments vecteurs d'une nouvelle forme de radicalisation. Voilà, je vous remercie de votre attention.